Bonjour Ludovic, Bonjour Dania. comment tu vas? Très bien. Alors, pour commencer, je vais te poser une première question qui est: peux-tu me raconter brièvement ton parcours professionnel et personnel, mais en 3 anecdotes amusantes? D'accord. Je sais pas si elles seront amusantes. La première, c'est en Belgique. C'était ma première expérience professionnelle. J'étais consultant depuis 1 an et je vivais dans un palace, l'hôtel Astoria, un hôtel 4 étoiles. Il m'avait même donné une suite, la suite de Madonna, m'avait-il dit, pour me remercier de ma fidélité. Et ce jour-là, en plein milieu de la nuit, la terre tremble. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne m'attends à rien. Je vois le lustre vibrer. Et je comprends que c'est un tremblement de terre. Alors, je me mets sous la porte, entre la salle de bain et la pièce principale. Et je réfléchis en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en Belgique, je ne m'attends pas du tout à ça. Et en fait, ça a un effet très surprenant. C'est que le lendemain matin, je me réveille et peut-être secoué par ce tremblement, par ce monde qui change, je me dis qu'il faut que je reparte faire des études. J'avais fait un MBA, j'avais fait Dauphine, donc ça faisait 6 ans d'études à peu près, et je me dis non, il faut que je reparte parce que mon truc c'est l'humain. Et je repars et je m'inscris en psychologie du travail au CNAM. La deuxième anecdote, alors je suis chez PricewaterhouseCoopers, Alstom Transport à Saint-Ouen, nous demande une mission pour changer les règles financières intra-groupe. Moi je suis dans l'équipe financière, je me dis c'est un sujet financier. Pas du tout, c'est un sujet de coopération entre les business units. Chacun tire la couverture à soi, personne ne coopère. Et en fait, c'est la première rencontre avec vraiment, je dirais, la sociologie, l'intérêt des business units à coopérer. Tout le système était décourageant pour les business units à coopérer. Ils perdaient des marchés, une fois qu'ils avaient les marchés, ils perdaient de la marge, par manque d'intérêt à coopérer. Ça a été un deuxième moment clé pour moi. Je décide alors de rejoindre la partie Change d'Accenture, qui me débauche pour rejoindre cette équipe. Troisième anecdote, alors c'est peut-être la plus grande mission, en tout cas la plus longue de ma vie professionnelle. Ça se trouve donc à la SNCF. Les directeurs d'établissement, il faut savoir que la SNCF, je crois que c'était 500 directeurs d'établissement, remontent à Louis Gallois, leur président à l'époque, en numéro 2 Guillaume Pépi, leur ras-le-bol de la bureaucratie. Ils disent il faut nous simplifier la vie, on n'en peut plus. On n'en peut plus des normes, des règles, des contraintes, on ne nous laisse pas travailler. On gagne la mission avec le BCG, ça sera un moment extraordinaire, on travaillera sur décoder pourquoi, de comprendre pourquoi en utilisant des études sociologiques, le facteur humain, qu'est-ce qui fait que des gens comme vous et moi travaillons à se complexifier les organisations. Ça a été un troisième déclic à me dire mais il y a besoin de beaucoup d'humains, de facteurs humains, de sciences humaines pour pouvoir simplifier la vie des gens au travail et in fine de simplifier la vie des clients aussi. Si tu devais choisir un super pouvoir pour améliorer le quotidien d'un leader, lequel serait-ce et pourquoi? Alors, un super pouvoir, j'aimerais lui ou donner le super pouvoir de pouvoir savoir ce qui inspire tous les gens qui veulent le suivre. Toujours pour en savoir plus sur toi, mais cette fois-ci un peu plus sur l'entreprise sentimentale surtout. Qu'est-ce qui t'a donné justement le déclic pour créer l'entreprise sentimentale? Était-ce un moment d'inspiration, la suite logique d'un cheminement, ou plutôt une illumination soudaine, genre Eureka? Un petit peu les deux, c'est-à-dire d'abord c'est un cheminement. J'ai été frappé par la similarité des vies d'une entreprise et des nôtres. Une entreprise, elle naît, elle grandit, elle se développe, elle fusionne, elle se sépare, elle a des entreprises filles, des sociétés mères, des filles. Elle peut mourir un jour, elle est mortelle. Donc je me suis dit, bah, tiens, c'est intéressant cette personnification des entreprises. L'entreprise sentimentale, c'est une personnification de l'entreprise, comme si l'entreprise était une personne. Et donc je me suis dit, et ensuite est arrivé, alors là plutôt un moment de déclic, de dire mais comment on la nomme? C'est quoi son nom, cette entreprise nouvelle? L'entreprise humaniste, l'entreprise opale, l'entreprise responsable. Je me suis dit mais c'est quoi où est-ce qu'on s'arrête? Qu'est-ce qui nous donne envie de nous investir tant dans certaines entreprises et pas d'autres? Et c'est là que le mot sentimental est venu, c'est-à-dire que je me suis dit ça c'est une frontière que personne n'ose franchir. On ne peut pas dire qu'une entreprise est sentimentale. Dans le monde du leadership, quelle est ta plus grande crush en termes de concept ou de pratique? Je crois que c'est l'élan vital. Je crois que
Cet élan vital difficile à définir. L'élan vital, ça vient de Bergson, hein, c'est quelque part, c'est un concept qui n'appartient pas à l'entreprise sentimentale. Mais je trouve qu'un leader qui réveille l'élan vital de son entreprise, c'est une sorte d'arme fatale. Réveiller l'élan vital de l'entreprise, c'est réveiller son énergie, c'est une énergie incommensurable. Et j'en trouve de l'élan vital dans les entreprises, mais parfois il est plutôt endormi. Parfois voilà, c'est un peu notre vocation de le réveiller. Pour poursuivre, si l'entreprise sentimentale était un film, quel serait le titre et surtout pourquoi? Alors ça serait un petit truc en plus, ce film qui déplace des millions de personnes, qui est produit par Pierre Forêt et Thierry Wong, que j'ai rencontré à Louis-le-Grand. Mais la raison, c'est que parce que je pense qu'une entreprise sentimentale, elle a ce petit truc en plus. En toute honnêteté, Ludovic, t'arrive-t-il de devenir un peu trop sentimental parfois dans tes prises de décision? Et est-ce que tu as une anecdote à ce sujet-là? Alors, il m'arrive régulièrement d'être très sentimental dans mes décisions, de me poser la question, d'avoir des coups de foudre professionnels, des rencontres. Est-ce que c'est trop? Je trouve qu'on s'inquiète beaucoup trop souvent du trop sentimental, alors que je trouve qu'on n'est pas tellement. Je pense que le risque, il est plutôt de ne pas être assez sentimental que d'être trop, mais je ne vais pas éluder la question. Et il m'arrive effectivement de prendre des décisions. La preuve, une anecdote, c'est ce lieu. C'est-à-dire que ce lieu, c'est ce qu'appellent les agents immobiliers un coup de cœur. C'est-à-dire que pour moi, c'était évident que le lieu serait là au moment où tout le monde ne jurait que par le distanciel, le bureau virtuel, le bureau à distance. On a fait ce choix de prendre un lieu pour travailler, pour se retrouver. Parmi toutes les idées et concepts développés par l'entreprise sentimentale, lequel trouves-tu le plus révolutionnaire ou surprenant? Alors, c'est le concept de l'alchimie financière. L'alchimie financière, c'est transformer des coûts fixes, donc qui plombent les coûts des entreprises, hein, c'est terrible les coûts fixes, en richesse humaine. L'idée est plutôt importée de nos vies personnelles, c'est-à-dire c'est l'économie du partage. On partage aujourd'hui sa voiture, son lieu, ses compétences, ses outils. On a développé l'économie du partage, quasi rien pour les entreprises. Les entreprises ont des bureaux vides, ont des garages vides, des voitures qui ne roulent pas, ont des outils, ont des outillages. Ils ont un formidable potentiel pour pouvoir faire du bien sans alourdir leurs coûts. Si tu pouvais inviter n'importe quelle personne, vivante ou décédée, à un dîner pour discuter du leadership et du management, qui choisirais-tu et surtout pourquoi? Alors, peut-être je commencerai par les décédés. Jean Baudrillard, l'auteur, un sociologue, est mort en 2007. Voilà, c'était mon maître à penser, il m'inspire encore beaucoup. J'inviterai aussi Jean Kelevitch, un philosophe décédé aussi, sur l'amour, le pardon. Je trouve que ça a beaucoup de force aussi, ça a toujours beaucoup d'actualité personnellement. Et puis alors, je ferai peut-être un autre dîner avec les vivants, il n'est pas trop tard. François Julien qui a une pensée, je trouve aujourd'hui iconoclaste, enthousiasmante, qui décode ce qu'on ne voit pas. Et Thierry Paulmier aussi pour Homo Emoticus. Voilà, son livre, sa recherche, son travail sur les émotions. Et j'inviterai enfin Hartmut Rosa, un sociologue allemand, l'auteur de Résonance et sur notre relation à l'accélération du temps. Pour terminer, Ludovic, peux-tu nous partager ta vision future pour l'entreprise sentimentale et ce, en 3 mots-clés? Alors, premier mot, utilité. Je souhaite que l'entreprise sentimentale soit encore plus utile à ce monde, à ses clients. Voilà, c'est-à-dire pour nous, c'est faire du bien aux personnes qui sont liées à nos clients. Donc plus d'utilité encore, c'est le premier mot. Le deuxième mot, c'est pérennité, que nos clients vivent plus longtemps, voilà, qu'ils soient plus performants pour pouvoir durer plus longtemps. Et le troisième mot, altérité. Voilà, que l'entreprise sentimentale soit un lieu avec des gens encore plus différents de moi, encore plus différents de nous, qui puissent nous apporter ce qu'on ne voit pas, nous enrichir par leur diversité. Merci beaucoup Ludovic pour cette interview. Merci beaucoup.